Bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est le député Midofi Antoine Runga, député à l'Assemblée nationale de la 6e circonscription électorale et membre du parti Les Démocrates. Avec lui, nous allons repasser les raisons pour lesquelles ses collègues du même parti que lui ont voté contre le budget général de l'État pour l'exercice 2025, exactement comme ils l'ont fait pour celui de 2024 il y a à peu près un an. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre la corruption, ce serpent de mer au bout duquel il est visiblement difficile de venir à bout. Depuis 2016, beaucoup d'actes ont été posés au Bénin dans le sens de la lutte contre le mal. Mais est-ce qu'il s'agit d'actes adéquats? Ont-ils répondu aux attentes? Nous ferons le débat, ce sera dans une heure de temps environ. Aujourd'hui, c'est mardi, vous le savez, nous parlons santé. Ce sera avec Esther Tofa qui va continuer à évoquer la question de la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes en décembre, en effet, et cette fois-ci, elle va s'intéresser avec son invité ce matin aux questions des ARV de la lutte contre la pandémie. Bienvenue à tous. Fraternité qui s'inspire d'une actualité du monde judiciaire pour proposer justement sa manchette en termes d'analyse. 10 ans de prison pour le général Faliti, violence électorale, l'exemple à ne pas suivre. Théophile Wemenou, ingénieur agronome, il dit ceci dans la colonne de Fraternité, précisément à la page 2. L'agroécologie combat le changement climatique et nourrit les générations futures. Ciné 2029 Awards, la 7e édition lancée avec le soutien de Canal Plus Bénin, affaire Steve Amoussou, le dossier renvoyé au 20 janvier 2025. Dynamisme, info, marché moderne, asphaltage et autres réalisations. Un baromètre suffisant pour acter la continuité. C'est une question et une curiosité du quotidien présidentiel de 2026. Des intentions de candidature collées à Lucas Trocpo, l'artisan du social défi info, justice, criette. Le procès de Steve Amoussou renvoyé au 20 janvier 2025. Et puis communication autour des activités de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Édouard Locaux donne un nouveau visage à l'institution. Nous sommes avec le journal La Cloche à présent. Protection des droits humains, de fermes engagements pour l'épanouissement des femmes. Et puis justice, fallait-il condamner à 10 ans de prison. Voici maintenant Monde 7 chez vous, remède aux problèmes de la santé au Bénin. C'est quoi le cancer des os? Curiosité du journal qui vous propose quelques informations intéressantes à ce propos. Quotidien L'Observateur, reçu sur Zone Franche de Canal 3 Bénin à Cotonou, Auguste Videgla porte son regard sur les enjeux du budget général de l'État pour l'exercice 2025 tout en critiquant l'attitude de l'opposition qu'il juge un peu constructive. En tout cas, on va évoquer le sujet avec notre invité ce matin, Honorable Runga, est dans nos milieux pour défendre la position donc de l'opposition à l'Assemblée nationale. Voici le matinal à présent. Transparence budgétaire en Afrique francophone, le Bénin meilleur élève. Voilà qui ne devrait pas en tout cas donner de l'eau au moulin de l'opposition. Décryptage info. Présidence de la Banque africaine de développement, Romuald Ouadaï, une candidature qui vaut son pesant d'or. Bénin intelligent chez vous, cycle UE 2025-2027, 172 millions d'euros alloués au Bénin. Et puis 10 décembre 2021, 10 décembre 2024, Matin Libre se rappelle qu'il y a 3 ans que Rekia Madougou a été condamné, l'opposante maintenue en prison contre l'avis du groupe de travail de l'ONU, précise par ailleurs le quotidien. La nouvelle génération pour continuer, atelier parlementaire sur les conflits et l'extrémisme violent dans les communes frontalières au Bénin pour renforcer les mécanismes locaux de dialogue, de prévention et de résolution des conflits. Votoun Days 2025 et retrait des cartes de presse. Le communiqué ou les communiqués importants de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le routier à présent, 10 ans de prison ferme pour le général Faleti à la Criette, la Cour de répression des infractions économiques
et du terrorisme. Voici l'affiche du jour santé publique au Bénin, démarrage de la vaccination contre la rougeole et la rubéole dans les colonnes du quotidien. Et fraternité pour la deuxième lecture à présent, 10 ans de prison pour le général Faletti. Violence électorale, l'exemple à ne pas suivre. Théophile Ouemenou, ingénieur agronome, qui confie ceci à Fraternité. L'agroécologie combat le changement climatique et nourrit les générations futures. Signé 229 Awards, la 7e édition lancée avec le soutien de Canal Plus Bénin. Dernier titre, affaire Steve Amoussou. Le dossier a été renvoyé au 20 janvier 2025. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux parvenu à Canal 3 Bénin très tôt ce matin dans les colonnes du quotidien Fraternité. La grosse actualité, en tout cas depuis hier soir, c'est dans le domaine du monde judiciaire, avec notamment cette condamnation d'un acteur jugé impliqué dans les violences électorales de 2020 par la justice. La criette qui lui a collé 10 ans de prison. Il s'agit du général Faletti et Fraternité qui s'inspire justement de cette condamnation pour proposer cet article de réflexion. Ce n'est pas un exemple à suivre, en tout cas les violences électorales. Cela n'aboutit à rien sinon qu'à cette issue de condamnation. Sous la plume de Ange Pauline Touama, vous avez donc la position du quotidien qui paraît à noter. Autre actualité, notamment dans le monde judiciaire et toujours pour ce qui concerne la soirée d'hier, sachez que le dossier Steve Amoussou a été renvoyé au 20 janvier 2025. Et pourquoi? Fraternité vous propose quelques détails dans sa production de ce mardi matin. Allez à la page 3 et découvrez. Découvrez aussi la posture, notamment sur la 4, du professeur Auguste Vidigla, lui qui est membre du bloc républicain. Il était de passage à Canal 3 Bénin, notamment le dimanche, pour opiner sur l'actualité nationale et internationale. Et au plan national, ce qui l'a intéressé, c'est ce vote du budget général de l'État pour l'exercice 2025 à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, c'était la semaine écoulée, notamment le jeudi. Ce budget reflète une grande attention portée aux facteurs de bien-être social, a confié donc le professeur dans les colonnes du quotidien Fraternité. Au passage, faut-il dire, il a donné son opinion par rapport à la position de l'opposition concernant justement ce vote à l'Assemblée nationale. Et puis, dernière actualité qui pourrait vous intéresser aussi dans Fraternité ce matin, c'est le point récapitulatif, je dois dire, de l'actualité des guépards au-delà des frontières nationales. Que font-ils? Que sont-ils devenus? Quelles sont leurs prestations diverses dans leurs clubs respectifs? La 8 vous fait le point intégral. En attendant justement le rendez-vous sur l'Actu Matin avec Candide Ronreta qui nous fera faire aussi le tour rapide de l'information sportive sur cette émission. Gardez donc vos positions d'écoute et continuez à scruter le site internet de Fraternité, fraternité.bj. Vous avez l'information en continu. C'est d'ailleurs le quotidien de référence à Cotonou pour la bonne qualité de l'information. Pour l'instant, on va continuer avec Actu Matin, acte 2, le bulletin de l'information. Voici Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Dans les titres, nouveau bulletin à suivre, les images de la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin. On a que Véronique Toye-Fordine, plus que jamais engagée. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance était à Parakou le week-end écoulé. Elle a sensibilisé, comme vous le voyez sur ces images, les jeunes filles sur l'élimination des violences faites à leur égard. Qu'est-ce qu'elles se sont dit, ces braves femmes? Élément de réponse tout à l'heure. Et puis, image aussi de la célébration de la fête de Noël avant l'heure avec la Fondation Erevan. Le week-end écoulé, elle a mobilisé plus de 200 enfants provenant de plusieurs orphelinats du Bénin. Un moment de réjouissance riche en activités ludiques que nous résumera Teddy Goudalo dans ce mini-journal avec ces belles images où Papa Noël est descendu justement bien avant le 25 décembre. Voici le bulletin. On va parler de violences faites aux femmes et notamment de la campagne engagée au plan national pour mobiliser l'opinion contre justement le phénomène. Une journée marathon samedi pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance
pense. Véronique Togne-Fodé était à Parakou dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, démarré le 25 novembre dernier. Tour à tour, la ministre s'est rendue au lycée des jeunes filles à la base d'appui des artisans. Elle a participé à une marche dans le cadre de cette campagne avec pour point d'orgue un concert à la place Tariba de Parakou. À chaque étape, le message était clair: non aux violences basées sur le genre. Reportage. C'est par ces échanges avec les pensionnaires du lycée des jeunes filles de Parakou sur le concept Agbazatier que Véronique Togne-Fodé a démarré cette journée de sensibilisation. Pendant environ 2 heures d'horloge, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, accompagnée de la vice-présidente de la République, la présidente de l'Institut national de la femme et les autorités politico-administratives, a expliqué à ses apprenants l'importance de protéger leur corps. Ici au lycée des jeunes filles de Parakou, il ne doit pas y avoir de grossesse précoce, de grossesse non désirée, parce qu'il y a des moyens de prévention. Quand je suis arrivée ici, je vous ai entendu les premiers slogans. Vous avez dit que vous voulez être comme nous. Vous voulez être comme nous. Mais le parcours, il est difficile. Pour être comme nous, il faut se préparer dès maintenant, en protégeant son corps. La campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG à Parakou s'est poursuivie avec une séance sur les lois protégeant les femmes et les filles à la maison de l'artisan à Parakou. Si nous sommes là aussi donc aujourd'hui, c'est pour clore les 16 jours d'activisme qui portent sur les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Dans quel but? Dans le but de sensibiliser toute la communauté, aussi bien les femmes que les hommes, pour que ces violences à l'égard des filles, des femmes cessent réellement. S'en sont suivis une marche à travers les rues de la ville et un géant concert à la place Tabera, toujours pour appeler à une prise de conscience individuelle et collective sur le phénomène des VBG contre lesquels l'État et ses partenaires mènent une lutte implacable. Au terme de la marche, les participants ont livré plusieurs messages clés. Femmes, les violences faites aux femmes et aux filles nous avalisent et violent la jouissance de nos droits. Engageons-nous pour lutter contre ce phénomène. Les hommes du Borgou et du Bénin sont engagés pour la promotion des droits des filles et des femmes et pour la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Je suis artisane et je suis pour la lutte contre les violences. Les 16 jours d'activisme contre les VBG, démarrés depuis le 25 novembre, s'achèvent le 10 décembre 2024 et s'inscrit dans le cadre des actions de la plateforme juridique du projet Suède pour favoriser l'autonomisation des femmes et aussi prévenir les questions de violence à caractère sexuel. Afin que notre Bénin vive, parce que les femmes béninoises vivent dans la paix, dans la sérénité, et vivent dans un pays où elles se sentent en sécurité, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur lieu de travail, que ce soit au marché, où qu'elles se trouvent, qu'elles se sentent en sécurité, à côté d'hommes protecteurs. Riposter et se reconstruire après les violences, c'est le thème de cette édition 2024 des 16 jours d'activisme contre les VBG. Elle est organisée conjointement par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut national de la femme avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Avez-vous fait dernièrement un tour dans la commune d'Adjara, la cité des Tombeaux? Eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sachez qu'Adjara n'est plus cette commune poussiéreuse sans voie d'accès digne du nom. Ces derniers mois, plusieurs infrastructures routières ont été construites. Comment les populations de cette commune apprécient la métamorphose de leur commune? Nous leur avons tendu le micro suivi. Je faisais partie de ceux qui avaient organisé cette campagne électorale en 2016. Et on croyait que c'était une promesse électorale. Mais chemin faisant, nous avons vu le président qui a joint l'acte à la parole, et la réalisation de cette route est devenue une réalité. Donc, cette route est venue développer notre commune avec l'électrification de cette voie. Et ça a réglé beaucoup de choses dans la commune d'Adjara. Alors, le problème économique, ça a beaucoup fait dans la commune. Parce qu'il y a sur la voie, l'insécurité
est presque absent sur la voie. Disons que cette voie a permis une croissance économique dans la commune. Il y a le marché, notre grand marché, le marché d'Adjara, le marché Kpetou qui s'anime correctement aujourd'hui avec la réalisation de cette voie. Et en un mot, cette voie est venue développer notre commune. La voie traverse Adjara de Wadon, ça passe au niveau du marché, et ça aboutit à et ça passe dans Adjara de Méridionou, Malawi, et puis ça tombe sur Djegandao, qui est dans Porto-Novo. Donc, on ne peut que remercier le chef de l'État pour la réalisation de cette voie. Il y a l'infrastructure qui a mené que vraiment le développement d'Adjara a changé. Et nous exhortons le président Patrice Talon à continuer dans ses œuvres. Jamais de mémoire d'homme, on a vu pareille infrastructure de notre naissance jusqu'à ce jour. Il a fallu que Patrice Talon vienne à la tête de notre pays pour penser à la cité qui nous a vu naître à Adjara. Et cette infrastructure routière déclenche à plus d'un titre le processus du développement, dans la mesure où aujourd'hui, qu'il s'agisse d'artisans, des intellectuels, des commerçants, chacun y trouve pour son compte parce que celui qui a affirmé que la route du développement passe par le développement de la route n'a aucunement tort. Cela prouve à suffisance que les gens peuvent s'installer, les commerces sont boostés. Nous avons véritablement, Adjara s'est transformé et c'est à l'actif de l'actuel gouvernement. Il y a de cela 4 ans environ, personne n'aurait pensé que Adjara allait bénéficier un jour d'un tel projet. Ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait, et il a déjà dit qu'il allait relier les villes par des infrastructures dignes du nom, ce qui est en train d'être fait. Et Adjara en a bénéficié. Ça, c'est une très bonne chose. Ce que je suis en train de voir depuis près de 8 ans ou environ 9 ans, on n'a pas encore fait 9 ans, c'est extraordinaire. Et la voie, quand tu sors de la maison, tu roules correctement. Donc, moi, l'économie, déjà, moi je constate là, c'est que les sous que je faisais sortir régulièrement pour l'entretien de mon véhicule, c'est rentré, c'est resté dans ma poche. Il y a l'électricité. Il n'y a pas un coin dans Malawi maintenant il n'y a pas de poteau. Et tous ces poteaux sont menus des lampadaires. Je remercie vraiment le chef de l'État, M. Patrice Talon, de ce qu'il fait pour ce pays, surtout en matière d'infrastructure à Adjara. Et nous le souhaitons et nous le demandons de continuer davantage pour que les zones qui ont été délaissées trouvent de cet avantage. Nous sommes dans le mois de décembre et c'est déjà la célébration de la fête de Noël à la Fondation Erevan. Le week-end écoulé, elle a mobilisé 200 enfants provenant de 3 orphelinats partenaires. C'est un moment de réjouissance pour ces enfants et surtout plein d'activités ludiques. Ils ont également eu droit à des activités de la pâtisserie et bien d'autres jeux de divertissement. Teddy Goudalo. La joie était à son comble pour ces petits-enfants conviés à cette célébration de la fête de Noël. 200 au total, ils proviennent de 3 orphelinats partenaires de la Fondation Erevan, à savoir Évasion Planète, Les Archanges et Demeure d'amour. C'est l'Erevan qui nous a amenés ici pour fêter la Noël avec les amis de Calavi. Je suis venue ici pour jouer avec mes camarades et on a fait des messes et on a mangé et ils nous ont partagé pain et jus. La célébration est rééditée pour une 3e fois et le centre commercial Erevan d'Abomey-Calavi se réjouit d'abriter les 2 dernières éditions. Avant la remise des cadeaux, les enfants ont eu droit à plusieurs activités pouvant leur permettre de développer leur intelligence.
Il s'agit entre autres des jeux ludiques et des ateliers de pâtisserie. Moi, j'ai fait le jeu de lancer de balles. À l'Erevan, je vais lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné. Merci pour nous avoir amenés ici. Merci aussi pour les cadeaux. Cette période, je dirais, les enfants sont souvent laissés pour compte. Donc, Erevan a décidé d'impacter un peu ce milieu-là. Les activités de la Fondation ne se limitent pas à ce qui se fait seulement aujourd'hui. Durant toute l'année, nous essayons quand même d'aider les associations, les ONG, les orphelinats, à travers des dons, presque chaque jour, afin de les aider dans ce qu'ils font déjà. La Fondation Erevan est une association à but non lucratif. Elle est opérationnelle sur le territoire national depuis plus de 2 années déjà et intervient dans l'éducation, la santé communautaire et le développement de proximité. On finit par la soirée de gala du prix de la qualité et de la performance des entreprises béninoises, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Elle vise à honorer les petites, moyennes et grandes entreprises qui font la promotion de la qualité. Reportage. L'heure est à la gratification pour les 11 entreprises sélectionnées pour le prix de la qualité et de la performance. Ces petites, moyennes et grandes entreprises du Bénin ont été distinguées pour avoir fait de l'exigence qualité une priorité au niveau de leurs différentes unités de production. C'est la qualité qui distingue les entreprises et nous engageons à maintenir cette qualité, à la préserver, à faire en sorte que c'est ça qui parle pour nous à l'endroit de nos clients. Grande est ma joie de recevoir ce trophée grâce à la Chambre de commerce qui n'a cessé de m'accompagner depuis plus de 5 ans, qui a cru en moi. Un sincère merci. Je dédie ce prix à notre équipe et à nos partenaires. Je suis la responsable de Divina Agro Business. Nous sommes spécialisés dans la production de jus et cocktails. Initié par la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, le prix de la qualité et de la performance vise entre autres à promouvoir les produits et services made in Bénin de qualité. Il vise à inciter les entreprises à la démarche qualité, encourager et récompenser les entreprises engagées dans la démarche qualité et enfin publier et diffuser les performances en matière de qualité des entreprises dans le répertoire national de la qualité. Pour sa 2e édition, le prix de la qualité et de la performance a mis en compétition 25 entreprises béninoises. Tanguy, c'est la fin de cette session d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, tout au long de la journée, sur Canal 3 Bénin, vous avez des rendez-vous, notamment d'information. Il s'agit de ceux de 11h et de 16h. Ce sont les petits rendez-vous d'information. À 13h, 19h30 et 22h30, c'est les grandes éditions du journal du journal télévisé sur Canal 3 Bénin. Prenez donc ces divers rendez-vous pour vous informer. En attendant, on va passer maintenant à l'actualité des sports. Voici Sport Matin. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. C'est le retour de la Ligue européenne des champions cette semaine avec à la clé la 6e journée de la phase de groupe qui s'ouvre ce mardi. Oui, un total de 9 matchs à suivre en ouverture de la 6e journée de la phase de Ligue ce mardi. Déjà à partir de 18h45, on aura droit de différentes rencontres, notamment entre Girone et Liverpool, actuel leader au classement de cette compétition, et entre Dynamo Zagreb et puis Celtic Glasgow. À 21h, on aura 7 différentes rencontres. Atalanta de Bergame sera face au Real Madrid. Le Stade Brestois sera l'adversaire, bien entendu, du PSV Eindhoven à domicile. Le Club Brugge affronte le Sporting Club de Portugal. Leipzig sera l'adversaire de Aston Villa. Leverkusen va disputer les 3 points avec Inter
Milan-Salzbourg sera bien entendu opposé à l'équipe du Paris Saint-Germain, puis Shakhtar Donetsk sera l'adversaire à domicile du Bayern de Munich. Voilà donc pour les 9 différentes rencontres à suivre ce mardi, bien entendu pour l'ouverture de la 6e journée de la phase de Ligue de la Ligue européenne, bien entendu des champions. Un total de 9 matchs à suivre, 2 à 18h45 et 7 à partir de 21h. Prenez donc les différents rendez-vous. Restons en Europe pour prendre maintenant des nouvelles de nos internationaux béninois. Même si le Bénin, bien entendu, ne compte pas de guépard en Ligue des champions cette saison, il compte quand même de nombreux internationaux qui évoluent à l'extérieur et surtout dans plusieurs championnats européens. Ils étaient ce week-end en compétition avec leurs différents clubs respectifs. Et justement, nous vous proposons ici le résumé de la prestation de quelques-uns d'entre eux avec leurs clubs respectifs dans leurs différents championnats ce week-end. Week-end mitigé pour la majorité des internationaux béninois avec leurs clubs respectifs. On démarre par la France en Ligue 2 précisément. À l'occasion de la 15e journée du championnat, le FC Lorient de Tossé a dompté par 2-0 l'Estac 3. Aligné au départ, l'attaquant béninois a une nouvelle fois encore été décisif ce week-end. Il a contribué au succès des Merlus avec une passe décisive sur le deuxième but des siens à la 71e minute avant de céder sa place 2 minutes plus tard. Son club est l'actuel leader de la Ligue 2 avec 30 points au compteur. De leur côté, Grenoble Foot 38 et Junior Laïtan se sont inclinés face à leurs homologues d'Amiens SC sur un score de 2-0, toujours dans le cadre de la 15e journée de la Ligue 2 BKT. Grenoble occupe la 12e place du championnat avec 18 points. On reste en France, mais cette fois-ci en National 2, pour parler des deux guépards qui y jouent. Le SC Toulon de Jodel Dossou a dominé Bergerac PFC par 2-0 à l'occasion de la 12e journée dans le groupe A. Titularisé pour la première fois sous les couleurs toulonnaises, Jodel Dossou a eu 310 minutes de jeu et son club est l'actuel 6e du groupe A. Pendant ce temps, Melvin de Rémus et Chambly ont été tenus en échec 2 buts partout par la SC Bechem dans le groupe C. Titulaire au coup d'envoi, le latéral droit béninois a disputé tout le match et avec désormais 13 points au compteur, Chambly occupe la 11e place au classement. En Suisse maintenant, à l'occasion de la 17e journée de la Super League, Yverdon Sport et Mohamed Tidjani ont partagé les points avec leurs homologues de Grasshopper Club Zurich au bout d'un score nul d'un but partout. Titularisé au départ, le défenseur béninois a joué tout le match. Son club est actuel 10e du championnat avec 17 points. Direction la Roumanie où à l'occasion de la 19e journée du championnat, le FC Petrolul Ploiești de Johan Roche et Universitatea se sont partagés les points au bout d'un score nul d'un but partout. Titularisé au coup d'envoi, le défenseur a quitté le terrain dès la 17e minute après un choc. Son club Petrolul Ploiești compte 28 points et est 7e au classement. À l'occasion de la 19e journée de la Parva Liga, le FC Ludogorets d'Olivier Verdon a battu Botev Plovdiv par 3-0. Laissé au banc au coup d'envoi, le défenseur béninois qui signe son retour de blessure est entré en jeu à la 77e minute. Ludogorets reste leader du championnat avec 50 points et un match en moins. En Chypre, on jouait ce week-end la 13e journée de la première division. Apollon Limassol, du milieu de terrain béninois, Cécile Almeida, a été battu par Nea Salamina Famagusta par un score étriqué d'1-0. Titulaire au coup d'envoi, Cécile Almeida a cédé sa place à la 78e minute de jeu. Son club est actuel 6e du championnat. On vient maintenant sur le continent pour boucler le tour d'horizon de cette semaine. Direction l'Afrique du Sud où l'on jouait ce week-end la 13e journée de la D2 sud-africaine. À cette occasion, le JDR Star de Marcel Dandino a battu par 1-0 Hongrie Lions FC. Titularisé au coup d'envoi, le gardien béninois a disputé toute la rencontre et compte désormais 7 clean sheets en 13 matchs disputés. Son club est actuel leader du championnat avec 25 points.
au Nigeria pour finir. À l'occasion de la 16e journée de la Première Ligue, Rainbow Stars du portier béninois Serge Obassa a renoué avec la victoire. Les Bleus ont dompté par 2-0 leurs homologues d'El Kanemi Warriors. Serge Obassa a disputé les 90 minutes de cette explication et totalise désormais 8 clean sheets en 11 sorties. Rainbow Stars monte à la première place avec 29 points. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir du week-end des Guépards du Bénin qui ont joué bien entendu ce week-end avec le club respectif dans les différents championnats dans lesquels ils évoluent. On revient maintenant au pays pour parler toujours football. La 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin a finalement connu son épilogue hier avec le dernier match disputé ce lundi sur les installations du stade Omnisport de Pobé. AYEMA FC a disposé de Requin FC à domicile par un score d'1-0. À l'issue donc de cette 11e journée, le classement dans les deux différentes poules se présente comme suit. Dans la poule A, Dynamo FC d'Abomey est en tête avec 23 points au compteur, un goal différentiel de plus 8, suivi de Dadia FC d'Aplahoui qui compte le même nombre de points au compteur mais avec un goal différentiel de plus 7. Ponte FC de Djougou vient en 3e position dans cette poule avec 22 points au compteur, 20 points au compteur pour l'US Cavalier qui est 4e de cette poule A. Odu FC de Comé est 5e de la poule avec 17 points au compteur, 15 points au compteur pour les Buffs du Borgou et puis les éléphants bien entendu de l'AS Tarkounen qui viennent respectivement en 6e et 7e position dans la poule A. Loto Popo est 8e de la poule avec 14 points au compteur. Autant de points au compteur pour Tamisa FC de Ndali qui vient en 9e position. Dans cette poule, dans la poule B maintenant, AYEMA FC est en tête avec 23 points au compteur. Même nombre de points au compteur pour Dragon FC de Lomé avec bien entendu à la clé une 2e position dans cette poule. L'AS Sobemap est 3e du groupe avec 21 points au compteur, 19 points au compteur pour la jeunesse sportive de Pobé, puis 17 points au compteur pour l'USS Krake, Coton FC de Ouida et puis la jeunesse sportive de Ouida qui viennent respectivement en 5e, 6e et 7e position. Dans cette poule, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé est 8e de cette poule avec 16 points au compteur, puis 15 points au compteur pour l'association sportive de la police républicaine avec bien entendu une 9e place au classement. Allez, on va changer de discipline maintenant, Tanguy. On va s'intéresser à une autre discipline. La Fédération béninoise de Wushu a une nouvelle fois ajoute une nouvelle compétition à celle habituelle. Ce dimanche 8 décembre 2024, elle a organisé la toute première édition de la Coupe de l'excellence de Wushu, Taolu et Sanda. Ouais, une compétition qui a réuni les 3 meilleurs de chaque forme de pratique de Wushu durant toute une journée et a permis à terme de primer ceux qui se sont mieux illustrés. Elle s'est déroulée notamment au Hall des Arts et Loisirs à Cotonou. Voici un peu le point de tout ce qui a prévalu à cette occasion. La fêtière du Wushu béninois est à la quête incessante de la perfection pour ses pratiquants. Et ceux-ci en sont bien conscients. C'est tout ce qui justifie la rigueur et toute la concentration qu'on peut lire sur le visage et dans la démonstration de ce jeune qui s'adonne au Taolu avec arme en main. Les athlètes ici réunis au cours de cette première édition de la Coupe de l'excellence de Wushu, dans les 2 épreuves qui apparaissent aux compétitions sportives, sont les meilleurs issus du récent championnat national de la discipline à Boïkan. Au niveau du Taolu, les pratiquants à main nue ou avec arme en main passent à tour de rôle devant le jury composé de personnes averties. Chacun d'eux dispose d'1 minute 20 secondes pour faire des enchaînements codifiés, chorégraphiés, selon les principes précis, tout en puisant leur inspiration dans les philosophies chinoises sous l'appréciation des experts. Au-delà des démonstrations individuelles, les pratiquants ont aussi procédé aux enchaînements de groupe. Parallèlement aux différentes démonstrations au Taolu,
Certains d'entre les participants étaient aussi sur le tatami au cours de l'épreuve du sanda encore appelée combat lire. Ici, il s'agit d'une bosse pied-point qui inclut des projections de type lutte et des sorties de zone. Ça s'est bien passé. C'est bien passé. Bon, ce championnat est beau et ça a montré la beauté de notre équipe. Je pense que c'est une très belle initiative puisque ça a permis de rassembler tous les champions lors du dernier championnat et ça a permis de voir vraiment le niveau national du Bénin dans le domaine du wushu. C'est un nouveau vent qu'insuffle la Fédération béninoise de wushu dans les compétitions au plan national à travers cette Coupe des champions. Au regard de la prestation des différents athlètes durant plusieurs heures, les différents acteurs ne cachent pas leur satisfaction. J'ai une joie pour avoir constaté que c'est avec succès. C'est une grande joie pour moi et que nous allons accompagner le président, le ministre des Sports, ce ministre avec les décisions gouvernementales. Nous sommes convaincus à renforcer nos connaissances dans la discipline, le wushu, pour que le Bénin soit plus reconnu sur le plan international. Nous avons eu droit à de très belles démonstrations ici ce soir de la part de nos athlètes. Je tiens à les féliciter. Le meilleur de chaque rubrique du wushu présente au cours de cette compétition a été distingué avec une médaille en or et un trophée. Ces derniers seront regroupés pour de nombreux stages de perfectionnement en vue de porter haut l'étendard du Bénin dans les prochaines joutes internationales. Allez, il faut dire qu'au cours de cette compétition, le président de la Fédération béninoise de wushu, Grand-Maître Patrice Comenan, a profité de l'occasion pour élever l'un de ses alliés de longue date au grade de Grand Maître des arts martiaux. Il s'agit bien entendu de Félix Sondé Pépéripé. Nous allons suivre ici un extrait. Écoutez, ça fait depuis 1981 que j'ai retrouvé le grand maître Patrice Comenan d'Ossuovo, où on a commencé par pratiquer le karaté ensemble. Après, il est parti, il est revenu avec le wushu. Il ne l'a pas lâché. Je pratiquais mon karaté en même temps, je venais m'entraîner avec lui au wushu. Donc si aujourd'hui il décide de m'honorer en me nommant, en me levant au grade de grand maître des arts martiaux, il faut bien que l'on comprenne le sens de cette élévation. Il a bien dit grand maître des arts martiaux. Parce que nous avons pratiqué le judo, nous avons pratiqué le wushu, mais c'est le karaté qui est notre dada. On a commencé par le karaté et on est toujours dans le karaté. Donc il faut comprendre que c'est parce qu'il a compris que nous sommes de vieux compagnons et que nous continuons. Malgré l'âge, on continue donc d'aller au secours des jeunes, de leur inculquer ce que c'est que les arts martiaux, surtout japonais et chinois et coréens. Voilà. Et ce soir, c'est l'apothéose. Sans vous mentir, je suis comblé, je suis content. Tanguy, Félix Sondé Pépéripé qui a comblé d'être élevé au grade de grand maître des arts martiaux. C'est un parcours quand même dans le monde sportif. Le douanier Pépéripé n'est pas un inconnu de la presse, notamment sportive. On va lui souhaiter surtout de profiter justement de ces distinctions-là et de continuer à nous égayer de ces contributions à la visibilité du sport béninois. C'est ça. Et on va s'arrêter ici ce matin pour l'information, sinon le tour de l'actualité sportive. Merci on se dit à beaucoup. demain. Merci beaucoup à vous, Candide. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre invité. Honorable Midofi Antoine Runga, député à l'Assemblée nationale, élu dans la 6e circonscription électorale et membre du Parti Les Démocrates. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, on va parler essentiellement du budget général de l'État pour l'exercice 2025 qui a été voté notamment le jeudi dernier. On pourra dire 2 mots au sujet d'autres éléments de l'actualité. Commençons déjà par ce qui vous emmène. Les députés de l'opposition ont rejeté, faut-il dire, le budget de l'État pour l'exercice 2025. Vous l'aviez fait de la même façon exactement il y a 1 an. Pourquoi avoir voté contre ce budget? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Je pense que nous devons expliquer au peuple béninois le contenu de ce budget de l'année 2025. Je voudrais d'abord dire que normalement, ça ne devait pas poser de problème, cette guéguerre, ces informations que nous entendons sur les réseaux sociaux. Qui vous souviennent que même toute l'Assemblée, tous les députés peuvent rejeter le budget de l'État, mais cela n'empêche pas l'État d'exécuter son budget à travers l'article 110 de la Constitution qui donne droit à l'État, au gouvernement de prendre une ordonnance. Mais là, politiquement, c'est pas correct, justement. Oui, mais le problème, c'est que si nous voyons qu'à travers ce budget, le gouvernement a choisi, excusez-moi, le thème de vitrifier son peuple. Je pense que nous qui sommes représentants réellement du peuple à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas donner notre caution à ce budget. Si vous me permettez bien... Allez-y, en termes clairs, pourquoi vous avez fait ça? Exactement, il faut savoir que dans un budget, il y a les mesures sociales. Ce sont ces mesures sociales qui permettent vraiment d'impacter positivement le peuple. Et nous voyons, entre autres, certaines mesures sociales qui ne cadrent pas avec la réalité actuelle. Comme lesquelles? Si je prends par exemple, dans ce budget de 2025, le gouvernement a prévu d'exonérer les kits de dialyse. Oui. Vous savez très bien que quand on exonère les kits, excusez-moi, de dialyse, le malade n'est pas directement impacté. Vous savez très bien qu'il y a dans ce pays, lors de la mandature du président Yahya Boni, on a pris en charge gratuitement les malades de dialyse. C'est ce que nous avons proposé dans ce budget, c'est ce que nous avons recommandé au gouvernement, mais nos amis n'ont pas pris ça en compte. Mais c'est un choix de politique. Mais si vous faites une proposition et que le gouvernement qui est en place pense qu'il y a une autre formule, ça ne suffit pas pour voter le budget. Le gouvernement est dans sa politique. Nous aussi, nous sommes dans la mienne, surtout en phase, nous, avec le peuple. Parce que lorsque on fait ça, ça veut dire que ce sont ceux qui vont importer les kits que ça va plus impacter. Alors que nous souhaitons que ça impacte directement. Il y a aussi, ils ont prévu d'exonérer les véhicules neufs, les aéronefs et tout ça. Bon, moi je pense que... Ça vous embête en quoi? Oui, parce que ça c'est vrai que lorsque on encourage l'acquisition des véhicules neufs, ça impacte directement sur l'environnement et tout ça. Mais quand on parle aussi des hélicoptères, des yachts, des aéronefs, on peut compter au bout du doigt le nombre de Béninois aujourd'hui vraiment qui peuvent vraiment acheter les choses. Donc nous, que ce sont des Béninois. Oui, mais ce sont des Béninois, mais quand on veut faire une telle action, on veut prendre ce genre de mesures, il faut voir concrètement le nombre de Béninois que ça doit impacter. Donc c'est ça qui est plus important pour nous. Et pour aussi voir un peu, ils ont prévu dans ce budget d'exonérer les récipients de gaz. Franchement, lorsque nous avons lu ça, on a vu que ce gouvernement a choisi de rendre riches les plus riches et d'appauvrir toujours les plus pauvres. Comment ça? Oui, vous savez très bien que on sait les responsables de distribution du circuit de gaz et tout ça. Et lorsqu'on exonère le récipient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerçant veut impacter avec plus d'acheteurs, c'est-à-dire impacter vers ceux qui
veut agrandir plus de clients. Alors que si on prend dans la sous-région, par exemple, je prends le gaz de 6 kilos, ça coûte au Niger tout près ici quelque chose de 2000, 2500, alors que chez nous, au Bénin, ici, c'est 5500. Au Burkina, le gaz de 12 kilos coûte environ 5000 francs, alors que chez nous, ici, c'est 12 500. Donc, nous avons compris qu'ils veulent plus impacter tout ça. Est-ce que cette exonération ne pourrait pas justement avoir une incidence sur le prix de revient, le prix à l'achat justement de la bouteille de gaz? Non, ça n'agit pas sur l'achat de gaz. Ça agit plus sur celui qui veut acquérir premièrement la bouteille. Ça veut dire que l'importateur s'agrandit dans son portefeuille, se développe, mais le Béninois qui renouvelle le gaz toutes les semaines, l'opérateur économique, parce que non seulement peut-être que ça n'impacte pas le prix du gaz, mais en même temps, si l'importateur, l'opérateur économique est renforcé, c'est des emplois qui sont... vous savez, celui que nous avons... Oui, mais celui que nous avons à la tête du pays, c'est un commerçant, c'est un entrepreneur. Il y a longtemps qu'il a déposé sa veste de commerçant, vous le savez très bien. Vous savez très bien que les Béninois ne le croient plus. Et si vous voulez... Ça, c'est vous qui le dites, hein? Non, mais les preuves, lui-même, il a démontré que les Béninois ne doivent plus le croire. Si vous voulez, je peux vous citer un seul exemple. Non, on va rester dans le budget. Après, donc, justement, oui. Non, mais donc, c'est pour vous dire que quand on dit on va exonérer seulement les récipients, ça n'impacte pas les Béninois. Je pouvais citer aussi... La question des AME. Je vais comprendre. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Pour 2024, le gouvernement a projeté, recruter un certain nombre d'AME, ce qui n'a pas été fait. Vous n'avez pas cherché à savoir quelles sont les raisons. Mais si le gouvernement projette encore un autre effectif pour 2025, pourquoi est-ce que vous ne lui faites pas confiance? Merci. Moi, je pense que ce gouvernement a choisi de ne pas dire la vérité au peuple, surtout à nos amis AME. Vous savez très bien que les AME constituent au moins 70%, plus de 70% du corps enseignant au Bénin. Et en 2024, nous avions proposé au gouvernement de faire le reversement des AME jusqu'à alors de 30 000. Ce gouvernement, librement, dans le budget qu'il nous a présenté à l'Assemblée nationale, a choisi de reverser 3 000 AME. Et jusqu'à présent, aucun AME n'a été reversé. Et le gouvernement n'est pas revenu devant la représentation nationale pour dire pourquoi il n'a pas pu le faire. Parce que c'est le gouvernement de la nation sur l'état de la nation. Mais ce n'est pas le discours de la nation, il n'y a pas de débat. Donc, il n'y a pas de débat. Nous sommes au Parlement, le ministre doit le faire. Donc, le gouvernement a prévu, et dans ce budget de 2025, le gouvernement n'a rien prévu pour les AME. Leur reversement n'est pas à l'ordre du jour. Il faut qu'il le sache clairement. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'aller contre ce budget. Parce que les AME, les enseignants, moi je les appelle les éducateurs spécialisés. C'est eux qui sont chargés de s'occuper de nos enfants. Donc il faut les mettre dans de bonnes conditions. Pour finir, il y a le phénomène de la dette. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 7 000 milliards de dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes 12 millions de Béninois. Et si nous projetons dans 3 ans, dans 5 ans, d'avoir le taux de natalité et avoir plus de 2 millions en plus, ça veut dire que à la fin de 2026, on sera à 14 millions ou bien bon. Et si on divise ce montant-là par notre dette aujourd'hui, ça veut dire qu'un enfant qui va naître prochainement a au cours une dette de 500 000 francs CFA. C'est quoi? Alors que cet enfant... calcul n'est pas aussi systématique. Mais non, mais vous pouvez le faire. Donc c'est pour vous dire quoi? La dette augmente. Oui. Mais les infrastructures diminuent, surtout les infrastructures sociales. Ah oui? On peut compter au bout du doigt, en 2024, le nombre de
d'écoles qui a été construite, le nombre de centres de santé, le nombre de points d'eau. Au contraire, ils ont privatisé les points d'eau. Il y a de grosses infrastructures qui sont en cours de construction. Vous voulez me parler des routes? Oui, le projet d'asphaltage. Vous ne pensez quand même pas que c'est quelques petits millions qui mettent des pavés comme ça un peu partout? Mais c'est vous qui dites, monsieur Tantangui, c'est quelques millions. Nous, les députés, on ne connaît pas à la date d'aujourd'hui combien nous coûte un mètre d'alphatage ou de goudron. Nous avons posé exactement. Nous avons interpellé le gouvernement, mais jusqu'à présent, le président de l'Assemblée a choisi de faire ombrage et de ne pas amener la question d'inviter le gouvernement à la question plénière. de programmation. Donc, de toute façon. C'est à lui de nous dire s'il a interpellé le gouvernement et le gouvernement a refusé de nous répondre. Donc la dette vous dit qu'aujourd'hui, la dette nous inquiète. Oui, mais partout dans le monde, le coût des partout dans le monde, les pays s'endettent pour avancer. Mais ça, nous sommes aujourd'hui à 53,2% de dette, alors que ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser les 49%. Mais ça, c'est des inquiétudes. Les études ont montré que lorsque vous dépassez 49%, ça veut dire que vous allez commencer par appauvrir votre peuple. Pourtant, c'est pas ce que les institutions de Bretton Woods disent. On a dit que ça avance, en tout cas, et que les prêts qui sont faits sont bien investis. La preuve, il y a une évaluation récente qui place encore le Bénin. Non, mais vous savez, position. Ces institutions, ça ne les dérange pas lorsque vous pouvez affamer votre peuple pour pouvoir rembourser. Ça, c'est une perception. Donc, nous, on ne peut pas rester dans cette logique. Alors, nous, étant élus du peuple, nous devons regarder dans ce budget les mesures sociales qui ont été prises pour impacter positivement le peuple béninois. Et vous avez voté contre. Et vous savez que c'est un acte politique fort. Priver le gouvernement d'un budget, c'est songer au blocage de la République. Monsieur Tantangui, quand vous dites que priver le gouvernement d'un budget, excusez-moi, ça ressemble un peu à ce que les clébés du gouvernement disent. Moi, je vous rapporte justement, je ne sais pas ce que vous appelez clébé, mais je vous rapporte justement ce que ça renvoie comme exactement, c'est pour vous dire que ceux-là ne lisent pas nos lois. J'ai bien dit que l'article 110 donne droit au gouvernement de prendre le choses. Donc on ne le prive pas. Je vous dis que c'est un acte politique fort. Parce que quand Boni Yahi l'a pris dans ce pays, on a vu toutes les conséquences que cela a eu avec justement les microcrédits après. Mais aucune conséquence si le gouvernement est sûr. Je pense que c'est pour ne pas bloquer l'État, le gouvernement, que le législateur a prévu cet article, cet instrument juridique pour lui permettre de développer ses activités. Mais au plan diplomatique aussi, c'est pas une bonne image. Mais si le président, si le chef du gouvernement a choisi de ne pas impacter positivement son peuple, c'est pas à nous de l'accompagner. Parce que nous sommes là pour le peuple et nous représentons le peuple. Je l'ai rappelé tout à l'heure, en 2023, fin 2023, vous avez voté contre le budget de 2024. Et cette année encore, rebelote. On a bien l'impression qu'à l'Assemblée nationale, la seule posture que connaissent les députés, les démocrates, c'est de voter contre. Non, pas du tout. C'est que quand je prends la loi sur la gestion des déchets chimiques que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée, nous avons voté pour. Il y a les accords de financement que nous donnons notre caution. Le problème au niveau du parti Les Démocrates, c'est que nous analysons la situation. Nous ne sommes pas comme les autres députés qui votent pour on ne va pas faire dans la comparaison. Si c'est bon, nous accompagnons, mais si c'est pas bon, nous ne pouvons pas accompagner. Et on va parler de votre posture essentiellement. Exactement. Le rôle du député, entre autres, c'est justement de contrôler l'action du gouvernement. Au-delà peut-être des questions, est-ce que vous ne travaillez pas peut-être à mettre sur pied aussi des commissions d'enquête, etc., pour évaluer un peu la gestion du gouvernement? Exactement, Tanguy, c'est notre option, c'est d'ailleurs le rôle principal du député, mais je vais vous dire que ce Parlement, avec nos amis en face qui constituent la majorité à l'Assemblée nationale, ne nous permet pas vraiment de jouer notre rôle. Nous avons proposé même des lois, nous avons même fait des questions d'interpellation, mais il faut que le président de l'Assemblée programme, il faut que la majorité donne caution pour pouvoir mener des enquêtes, pour pouvoir jouer notre rôle. Mais c'est la majorité qui a choisi. Je pense que quand le président dit qu'il faut passer à droite, excusez-moi, tête baissée, ils vont dans ce sens-là. On ne va pas parler des autres, on va continuer à parler de vous surtout. Oui. Est-ce que les démocrates n'ont pas l'impression d'avoir donné un coup d'épée dans l'eau
après ce vote-là et après celui de 2023 aussi? Parce que sans vous, ça avance quand même. Les budgets, on les vote et puis on avance. Mais c'est ce que le gouvernement fait. Sans nous, le gouvernement sait que ça doit évoluer. Et nous, notre posture aujourd'hui, c'est d'éclairer le peuple et dire clairement que ce qui est prévu dans ce budget ne les arrange pas. Oui. Et comme ça ne les arrange pas, nous ne pouvons pas donner caution parce que nous sommes à l'Assemblée, nous sommes là pour représenter le peuple. Qu'est-ce que le gouvernement va en faire? Ils vont plus enrichir les riches et appauvrir les plus pauvres. Nous allons continuer à expliquer à notre peuple. Alors, rejet pour rejet, rejet pour rejet. Après avoir, avant de rejeter le budget de 2025, vous aviez déjà rejeté celui, ma foi, qui évalue la mise en œuvre du budget de 2022. Pas rejeté, vous vous êtes abstenu de voter. Pourquoi est-ce que ça ne nous a pas intéressé? Oui, c'est pour le budget, pour la gestion, c'est-à-dire du budget de 2022. Nous avons fait abstention parce que nous n'étions pas à l'Assemblée. En ce moment-là, mon groupe parlementaire, le Parti Les Démocrates, c'était au moment du Parlement monocolore et c'est le seul Parlement monocolore qu'a connu la République du Bénin depuis 1990. Ça ne vous empêche pas de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé en votre absence. Mais si en notre présence pour le budget de 2023 et 2024, nous n'arrivons pas, même en notre présence, nous n'arrivons pas à bien comprendre la politique du gouvernement, c'est pas en 2022 c'est un peu de faiblesse ou non, mais nous n'étions pas là. Oui. Je vous ai déjà dit que nous avons fait des propositions dans le budget de 2025 que l'État n'a pas pris en compte. Donc, le budget de 2022, nous n'étions pas là. Donc, nous ne pouvons pas voter contre, nous ne pouvons pas voter pour. C'est pourquoi nous avons opté pour l'abstention. Votre avis n'est pas celui partagé, en tout cas par les institutions internationales, puisqu'il y a une enquête, je l'ai dit tout à l'heure, qui a révélé que le Bénin est une référence en matière de transparence budgétaire. D'ailleurs, même le journal Le Matinal l'a mise en manchette ce matin. Est-ce que vous n'êtes pas dérangé d'avoir des idées contraires à l'image qu'on a à l'international? Mais vous savez très bien que à l'international, les institutions internationales, la plupart n'ont pas d'amis, c'est leurs intérêts, comme la plupart des pays occidentaux aussi. Et je vous ai dit tout à l'heure que tant qu'on peut appauvrir, on peut affamer son peuple pour pouvoir rembourser quotidiennement, respecter ses engagements de remboursement, eux, ça les arrange parce que lorsqu'on rembourse avec les taux d'intérêt, ça enrichit leur pays aussi. Donc, c'est à nous de voir. Est-ce que lorsque nous évoluons dans cette dette, qu'est-ce que le peuple béninois gagne? Donc, nous, on n'est pas dans les chiffres. Vous savez très bien que de plus en plus, nous fabriquons tellement des chiffres où quand on voit un peu ce qui se passe, nous attendons au niveau international. Vous doutez des avis de ces experts internationaux? Non, mais ces experts se basent sur les chiffres que nous les fournissons. Ils viennent au Bénin. Oh là là, ils viennent regarder. Mais ils viennent au Bénin pour rencontrer qui? Pour rencontrer le gouvernement. S'ils rencontrent le gouvernement, c'est les chiffres que le gouvernement les donne qu'ils mettent en application. Mais quand on voit ces chiffres avec la réalité, Monsieur Tanguy, vous pouvez vous dire qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. En tout cas, le matinal nous le rappelle, une transparence budgétaire en Afrique francophone, s'il vous plaît, le Bénin, meilleur élève. Ce matin, on l'a bien noté. Allez, on va changer de sujet, on va parler de code électoral, puisque dernièrement aussi, vous n'aviez pas été content par rapport à cette actualité. Il y a l'article 210 et l'interprétation qu'en fait justement la Commission électorale nationale autonome qui vous dérange un peu. C'est à propos justement du partage, je dois dire, des sièges concernant les élus locaux, notamment les chefs de village et les chefs de quartier de ville. Pourquoi vous n'êtes pas content? Non, au fait, sur cette chaîne de télévision, j'avais dit que le code électoral est une bombe. Et je le répète parce que... Vous n'allez pas nous faire peur. Non, mais ce n'est pas vous faire peur quand lorsque nous voyons le danger arriver. Oui. Et c'est le moment de remercier le clergé catholique qui a, la conférence épiscopale, qui a tiré la sonnette d'alarme sur ce truc-là il y a environ déjà un an, qui a dit que ce code ne va pas nous arranger. Mais et alors, ça peut amener. Donc, c'est la question des... pour revenir. Vous savez, dans ce code, le premier article que la Sénat a tenté de mettre en application, c'est l'article 210.
bêtises. Vous savez très bien que notre démocratie, à la base, a une vivacité. Et c'est au niveau de la base qu'on sent un peu comment se développe la démocratie. Et vous savez très bien que pour constituer une liste pour les élections au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des chefs de quartier, tout ça, il y a ce qu'on appelle le conseil de village. Ce code ne prévoit plus le conseil de village, alors que ce conseil de village permet d'avoir dans un même creuset plusieurs collectivités qui résident plutôt dans un même village. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème dans le village, le chef de village convoque son conseil de village. Aujourd'hui, ce code ne permet plus ça. Donc, notre démocratie, à travers ce code, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez choisir seulement un chef de village. Lui seul peut prendre la décision. La loi ne lui fait pas obligation d'inviter, de consulter. Est-ce que ce n'est pas trop lourd d'avoir une instance de collectif de prise de décision au niveau village, au niveau quartier, de venir au niveau arrondissement, d'en avoir encore, et d'aller au niveau de la mairie et d'en avoir encore? Non, mais c'est la vivacité de la démocratie à la base. C'est que d'abord, lorsque les conseils de village sont élus, entre eux, ils élisent le chef de village. C'est d'abord ça. Et en plus de ça, les conseils de village quittent de différentes quartiers ou collectivités. C'est ça qui permet qu'il y ait une situation, ils se voient, ils analysent, ils font des propositions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ça a été supprimé. Lorsque on donne 5000 chefs de quartier à proposer par l'UPR, nous, on ne sait pas d'où ça sort. Parce qu'en 2020... En quoi est-ce que ça vous regarde? En 2020, même si le Parti Les Démocrates n'était pas aux élections, nous avons observé, l'UPR n'était pas aux élections en 2020. Mais je ne sais pas pourquoi la Sénat... L'UPR est une entité née de la fusion, si vous voulez, ou de la collaboration politique, c'est pas trop le thème qui vous conviendra, entre deux partis qui étaient justement à cette compétition électorale. Mais l'UP en 2020 a changé de nom. Mais une fois que l'UP a changé de nom et est devenu UPR, ça veut dire que désormais, il y a le PRD qui avait participé aussi, qui est entré dans l'UP et ça a fusionné. Monsieur Tanguy, aujourd'hui, l'UP n'existe plus. Aujourd'hui, le PRD n'existe plus. Mais les deux entités ont formé l'UPR. Mais ça, c'est pas possible. Lorsque vous avez une entreprise et à un moment donné, vous changez de nom de l'entreprise, ça veut dire qu'on ne vous colle plus l'ancienne entreprise. Qu'est-ce que les démocrates proposent alors? Qu'on reste sans chef quartier et chef de village? La loi a prévu que les résultats en 2026 vont impacter sur le choix des chefs de village. Pourquoi ne pas attendre 2026 pour pouvoir tenir compte des élections de 2026 pour la désignation des chefs de village? C'est pour ça que nous disons encore que ce qui doit être le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le rejet, le vote du budget. Parce que la loi a prévu une substitution qui est l'ordonnance. Mais aujourd'hui, pour le code, je pense que ça doit être une priorité pour nous et que nous devons regarder dans ce sens. Et c'est une priorité pour nous. La première priorité, c'est le vécu des Béninois. Comment les Béninois vivent aujourd'hui, comment on peut les impacter positivement. Ça doit être une priorité. Et la deuxième priorité, ça doit être le code électoral. Et c'est notre combat prochainement. Milofi Antonin Onga, député à l'Assemblée nationale, élu dans la 6e circonscription électorale, membre du Parti Les Démocrates. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est à moi. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, le temps de marquer la pause. On doit faire d'abord le break santé. Ce sera avec Esther Tofa. De retour sur Actu Matin pour la page santé, mais avant, je vous rappelle qu'on aura en fin d'édition la revue de presse qui met fin justement à cette matinale au quotidien. Avant cela, on aura discuté de la question de la lutte contre la corruption au Bénin. Hier, c'était donc la journée internationale de lutte contre le phénomène. Qu'est-ce que le Bénin a pu faire depuis 2016? Comment est-ce qu'on pourrait capitaliser les actes qui ont été posés? Est-ce que ces actes ont pu avoir
avoir des résultats sur l'ensemble du territoire national en matière de lutte contre la corruption. Autant donc de questions autour desquelles on va échanger tout à l'heure. Ce sera avec donc nos débatteurs. On aura 3 axes autour desquels on va discuter. Mais avant tout cela, voici donc la page invité, santé ce matin, décidément, hein, avec Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, vous aviez invité chez nous Dr Lydie Tunkara. Lydie Tunkara, bonjour docteur. Bonjour Monsieur Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là toutes les deux, chères dames, pour parler de sida et de lutte contre la pandémie. Esther, depuis quelques années justement, le traitement trouvé pour soulager les patients, ce sont les ARV. On va découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit. Oui, nous parlons des antirétroviraux, qui est le traitement, là exactement le seul d'ailleurs, disponible pour lutter contre le sida, qui est administré aux personnes vivant avec le VIH. Nous allons découvrir ce que c'est réellement avec Dr Lydie. Nous allons parler de son efficacité. Si au fil des années, est-ce que la molécule a connu des modifications. Est-ce que cela a des effets efficaces sur le patient? Si depuis lors, ça a permis une suppression virale complète au niveau de ces personnes-là vivant avec le VIH. Je rappelle que le Bénin consacre 15 jours à la lutte contre... oui, cette année-là. Oui, 15 jours, chaque année d'ailleurs, à la lutte contre le sida. C'est vrai que c'est le 1er décembre qui est la journée mondiale dédiée à cette lutte-là, mais le Bénin a décidé de consacrer 15 jours à cette lutte-là pour permettre... Il y a plusieurs activités qui sont engagées dans ce cadre-là. Exactement, de la sensibilisation des jeunes jusqu'à la sensibilisation des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas encore vraiment une prise en charge, parce que la prise en charge, elle est automatique dès que le virus est détecté chez un patient. La sensibilisation surtout au niveau des femmes pour éviter la transmission mère-enfant, parce qu'il y a déjà une solution qui est trouvée au niveau des mères porteuses pour que le VIH ne soit pas transmis directement au fœtus avant l'accouchement. Alors, docteur Lydie, bonjour. Bonjour, madame. Comme on l'a annoncé, on va parler des antirétroviraux, communément appelés ARV. Dites-nous précisément de quoi il s'agit pour quelqu'un qui ne maîtrise pas vraiment le sujet. Ok, merci pour la question. Les antirétroviraux, ce sont des médicaments utilisés pour traiter les personnes vivant avec le VIH. Le mécanisme d'action, c'est de contrôler la réplication virale. Et en parlant de réplication virale, l'objectif, c'est de renforcer le système immunitaire et d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Alors, à quel moment est-ce que ces antirétroviraux commencent par être administrés aux patients? Selon les recommandations de l'OMS, dès que le patient est diagnostiqué positif au VIH, il doit être systématiquement mis sous traitement. L'objectif, c'est de protéger non seulement le patient, mais également de réduire la transmission. Et ce principe, nous l'appelons communément le test and treat. Voilà. Alors, les antirétroviraux sont déjà mis à la disposition des personnes vivant avec le VIH depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a une modification de la molécule pour permettre à ces patients-là de mieux résister à la maladie, ou bien c'est la même molécule depuis toutes ces années? Oui, il y a eu beaucoup de modifications. Il faut dire que la recherche scientifique a nettement amélioré les protocoles thérapeutiques. Quand on parle de la première génération où on avait des ARV avec des effets secondaires très importants, beaucoup de comprimés à prendre et puis la multiplicité de prises quotidiennes, ça faisait que c'était lourd. Mais aujourd'hui, nous avons des molécules plus puissantes, mieux tolérées et qui se résument en une prise quotidienne d'un seul comprimé. Alors, au niveau des mères porteuses, est-ce que les ARV sont différents ou bien c'est les mêmes? C'est pareil. Pour permettre au fœtus de ne pas contracter la maladie. Tout à fait. Alors, parlez-nous un peu de l'efficacité de ces médicaments. Les antirétroviraux sont extrêmement efficaces, surtout quand ils sont pris correctement. Ce principe, on insiste dessus. Il faut le prendre correctement selon l'indication indiquée. Tout à l'heure, j'ai dit une prise quotidienne par jour. Nous avons des molécules très puissantes actuellement, notamment le dolutegravir, qui est une molécule extrêmement puissante et qui permet même de supprimer la chaille virale
au bout de 3 mois. Et en 6 mois, on devient indétectable. Qui est indétectable devient intransmissible. Alors, ça veut dire qu'au bout de quelques mois ou de quelques années de traitement, il peut y avoir suppression virale définitive au niveau du patient. Est-ce que c'est cela? Oui, c'est bien cela, madame. La suppression, non seulement elle est possible, mais en même temps, elle est courante. Donc, comme je l'ai dit, le dolutegravir est vraiment la solution ultime actuellement. Et il faut dire que le gouvernement ainsi que les différents partenaires du programme de santé de lutte contre le sida se sont vraiment battus. Ce sont des molécules qui sont disponibles sur toute l'étendue du territoire et dispensées gratuitement. Gratuitement, voilà, c'est important. Alors, docteur Lydie Tounkara, vous êtes médecin engagé dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au CNHU. À l'occasion de la journée, de la quinzaine consacrée à la lutte contre le sida au Bénin, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces personnes-là, peut-être qui n'ont toujours pas espoir d'une suppression virale et qui vivent sous le coup de cette maladie, qui se disent qu'ils vont vivre longtemps et mourir de cette maladie. Quel est le message que vous avez pour eux? Déjà, à la droite de la population, nous pouvons dire que le VIH n'est plus une fatalité. Mot d'espoir pour toutes les personnes vivant avec le VIH et que le défi, il est collectif. Tout un chacun, nous avons un rôle à jouer. Alors, connaître son statut, c'est un acte responsable et un pas soit vers la prise en charge ou soit vers la prévention. Donc, nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte. Et parlant de la lutte, de la Journée mondiale de lutte contre le sida, il y a le programme de santé de lutte contre le sida qui organise ces journées scientifiques la semaine prochaine. Nous invitons la population béninoise à effectuer un déplacement les 17, 18 et 19 décembre au Palais des Congrès pour découvrir les avancées scientifiques au Bénin et surtout sur la population béninoise, parce que nous allons exposer ce que l'évolution et les meilleurs résultats. Et vous verrez que le Bénin va atteindre le 3e 95 de l'OMS d'ici 2030, parce que c'est prometteur. Merci. Merci beaucoup à vous, Tanguy. Je rappelle que ce soir, sur Capital Santé, nous avons parlé de sida, de l'état des lieux au Bénin par rapport à la lutte. Donc, j'invite les téléspectateurs à prendre le rendez-vous. C'est ce soir à 21h sur Canal 3 Bénin. Rendez-vous pris, bien noté dans notre agenda et qui sera justement suivi rigoureusement. Allez, merci beaucoup à vous, Esther Tofa. Merci aussi à votre invité, Dr Lydie Tounkara. Merci d'être passé par ici, médecin engagé donc dans la prise en charge des PVVIH. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, maintenant on va marquer la pause, le temps de revenir avec les débatteurs pour nos discussions. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes des procédures. Oui, nous devons avoir... Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Et nous voici donc pour nos moments de discussion. Ce matin, on a arrêté de parler de la lutte contre la corruption. On va surtout évaluer ce qui a été fait depuis 2016 à ce sujet. Franck, bonjour. Ulrich, bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Les deux discussions seront en trois axes. D'abord, on va commencer à constater les actes qui ont été posés par le gouvernement de la rupture depuis 2016. Deuxième élément, on va évaluer un peu les résultats de ces actes-là en matière donc de lutte contre la corruption. Est-ce que ça a vraiment fait reculer le phénomène? Et puis, on verra à partir de ces résultats-là quels sont les défis qu'il reste au Bénin pour en tout cas faire reculer davantage, je dois dire, le mal. Quel pas aura été posé depuis 2016 et qui vous aura franchement marqué depuis qu'on est sous la rupture? Ulrich? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. La première des choses, il faut dire que le cadre législatif a été renforcé et beaucoup de lois ont été votées, notamment la loi 2017-04 qui rend un peu les sanctions encore plus sévères pour transpariser la gestion des ressources de l'État. Donc, c'est pour faire comprendre qu'il y a aussi beaucoup de sensibilisation qui se font de plus en plus. Aujourd'hui, au niveau de l'administration, qu'elle soit publique ou privée, il est clair que chaque acteur, chaque citoyen se dit qu'il faut faire attention aux recettes, qu'il faut faire attention à l'utilisation à la manière dont on manipule les caisses, qu'elles soient privées ou publiques, et surtout encore plus quand il s'agit du public. Et le corrupteur ou le corrompu sont tous convaincus aujourd'hui que la loi est sévère pour tous les deux. Ce n'est pas seulement pour le corrompu, pour le corrupteur, mais pour le corrompu, pardon, mais aussi pour le corrupteur. Donc, cette sensibilisation qui se fait à tous les niveaux aujourd'hui permet d'envisager ou d'améliorer les choses. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas savoir que il y a le commissariat à la prévention de la corruption qui a été mis sur pied. Et c'est un commissariat, c'est une institution, plutôt une instance, qui devrait normalement valoriser ou promouvoir tout ce qui peut permettre d'anticiper ou de sensibiliser et d'aller, de rester
entre griffes dans la prévention contre la corruption et d'anticiper sur ce qui devrait, ce qui n'est pas bien. Donc le plus important aujourd'hui, il y a un mécanisme qui a été, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des lois. Maintenant la question qu'il faut poser, est-ce que dans l'application, est-ce que c'est on verra bien tout à l'heure, ce sera notre deuxième axe de discussion. Qu'est-ce que vous a marqué vraiment dans tous les actes que Patrice Talon a posés ou que son régime a posé pour faire reculer la corruption? Je crois qu'ils sont nombreux. Le tout premier, c'est en 2016. Dès son arrivée, quand Patrice Talon, avec le concours de l'Union européenne, a demandé à voir clair dans le phénomène de corruption pénale. Je me souviens de ce Conseil des ministres de novembre 2016 qui a adopté ce rapport. Pouvoir qui voulait faire la rupture, qui voulait faire la lumière. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal qui ont émaillé une gouvernance précédente pour un pouvoir qui venait avec beaucoup de bulldozers pour rompre les liens, rompre les amarres et ouvrir la boîte de Pandore en termes au niveau des fossoyeurs de l'économie de notre pays. Je crois que c'était un signal fort, c'était bien intéressant pour une entame avec des recommandations, avec un diagnostic totalement établi de la question de la lutte contre la corruption. Un peu plus d'un an après, il y a eu la criette, quoi qu'on dise, cette révolution de l'époque avec un organigramme et un fonctionnement judiciaire atypique, grosse peur du gendarme, il jugeait en premier et en dernier ressort, avec notamment les crimes économiques, l'imprescriptibilité inclus, avec le dispositif législatif qui a suivi, avec les compétences, l'éventail de compétences matérielles de cette criette en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite et les infractions connexes. Je trouve quand même qu'à ce niveau, on a fait un gros pas. J'aime bien à dire que la criette a condamné des instituteurs pour des bidons d'huile végétale, des cantines scolaires. La criette a et des paillettes d'haricots. Oui, de niébé pris chez les enfants. C'est pour dire jusqu'où on est allé dans la lutte contre la corruption, au même moment qu'on a pris également de gros agents de l'État. Il y a eu d'autres actions dans la suite des événements visant à lutter contre la corruption, le Haut Commissariat à la prévention et bien des actions qui ont été menées. Parlons d'actions que j'ai vu faire ou qui ont de quoi impulser une véritable lutte contre la corruption. Voilà des choses que je cite. Franck? On a noté au début du régime en 2016 qu'il y a une volonté politique affichée. Je n'avais pas vu vos lunettes. Merci de le relever. Ça ne vient pas tout on parlait de corruption, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez corrompre mes idées? Non, pas du tout. Je voudrais faire remarquer que vous avez des lieux pour mieux voir dans la lutte contre la corruption. Même ça, lunette, on devrait mieux voir. Et donc, on a observé une volonté politique affichée. Ensuite, on a, comme l'a dit le riche, le renforcement du cadre législatif. Il y a également la mise en place du cadre institutionnel à travers cette structure qui a été créée pour prévenir. Je crois qu'il faut insister sur le mot prévenir. Lutter contre la corruption, on a fait pendant des années, ça n'a pas véritablement porté les fruits. Je pense que le gouvernement a changé de fusil d'épaule en la matière en misant, aujourd'hui, j'ai écouté le haut commissaire, le message qu'il a délivré à la veille de cette journée, qui a dit qu'il faut miser sur l'éducation. Et donc, il est en train de prendre langue actuellement avec les étudiants, ceux-là qui sont destinés à remplacer ou à travailler demain dans l'administration publique, dans l'administration privée et également sur la sensibilisation. C'est assez important parce que vous sanctionnez si le gars sait qu'il va prendre 50 millions dans les caisses de l'État et emporter ça chez lui et qu'il doit écoper de 2, 3, 5 ans et qu'au retour, il va retrouver ces 50 millions. Et donc, le choix est vite fait. Il vaut mieux dire, les amener à comprendre que prendre cet argent, c'est faire du mal à soi-même, mais faire du mal à toute une nation. Je crois qu'en la matière, c'est une bonne chose. Il y a eu
disons, l'application des sanctions, c'est-à-dire le cadre législatif existe, mais on a vu qu'il y a eu des actions qui ont été menées pour véritablement sanctionner. Et en la matière, je crois qu'il y a des actions qui ont été posées, même si c'est discutable. Il y a eu même des proches du régime qui ont été sanctionnés dans la foulée pour s'être allés laisser aller à des actes de corruption, pour avoir confondu un peu les caisses de l'État à leurs caisses familiales. Et donc, des proches du régime qui ont été sanctionnés dans la foulée, c'est important. Certains estiment qu'il y en a de gros bornés qui n'ont pas véritablement été inquiétés, qui sont impliqués dans de telles affaires. Mais on a vu quand même quelques-uns qui ont été pris et qui ont été sanctionnés. C'était important, c'est-à-dire vous commencez par chez vous avant d'aller dire que la cour de l'autre est sale. C'est important. On a également vu qu'il y a eu ce courage-là de sanctionner, mais à côté, il y a eu des implications qu'on a pu noter. Aujourd'hui, tout le monde a peur, il ne faut pas toucher les caisses de l'État. Sur les résultats ou non. Est-ce que selon vous, le bilan il est satisfaisant? Ah oui, Eric n'a pas eu le droit à la parole rapidement. Je n'ai pas mis mes lunettes. Vous n'avez pas vos lunettes, ça ne m'a pas permis de vous voir. Demain, je verrai ce que je vais faire. Oui, dites-moi, quel acte vous aura vraiment marqué? Je pense que dans cette lutte, ce qu'on a toujours relevé comme insuffisant, c'est la volonté politique. Au regard de ce que Ulrich, William et Franck ont relevé, on se rend bien compte qu'il y a eu l'expression de la volonté politique à travers le cadre juridique qui s'est vu renforcé avec ce qui est aujourd'hui au bout de toutes les lèvres, qui est la criette. Même les bonnes dames du marché vous diront qu'elles ont peur vraiment de se retrouver là-bas. Et tous les mécanismes mis en place. Ce que je voudrais ajouter, et qui est un élément assez important, qui a été relevé dans un dernier rapport, c'est la dématérialisation de l'administration publique. Parce qu'on s'est rendu compte que toutes les fois qu'une prestation amène un citoyen vers un cadre de l'administration publique, c'est un facteur, n'est-ce pas, qui encourage la corruption. Aujourd'hui, nous savons qu'au niveau de l'état civil, par exemple, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'aller voir quelqu'un et de glisser un billet pour que votre dossier soit accéléré, pour que vous ayez vos documents. Cela a réduit significativement, véritablement, les effets néfastes de la corruption. Et cela s'est intensifié au-delà de l'état civil, dans bien d'autres secteurs, au niveau du foncier, c'est pareil. Et vous et moi savons combien de fois les citoyens étaient véritablement parfois obligés de mettre la main à la poche, n'est-ce pas, pour avoir satisfaction au niveau du traitement de leur dossier. Et donc, je pense que cela, dans une certaine mesure, nous a permis d'avoir des résultats comme l'ont évoqué des rapports où le Bénin s'est retrouvé en pole position à côté de bien d'autres pays. Donc, il y a la peur du gendarme que cette lutte a créé dans l'esprit des gens, mais aussi le fait qu'au niveau de l'administration publique, que ce soit au niveau central, mais aussi décentralisé au niveau des mairies et des communes, on a su créer des mécanismes qui font qu'aujourd'hui, par voie électronique, on peut trouver satisfaction, n'est-ce pas, dans certaines prestations dont on a toujours besoin, autour desquelles véritablement s'orientait ce que le rapport a qualifié de petite corruption. Vous savez, généralement, ce dont nous avons connaissance, ce sont les grands dossiers de milliards qui arrivent peut-être une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, mais ce qui échappe à notre connaissance, c'est les 2 000 francs, les 5 000 francs, les 10 000 francs, de façon régulière, sur plusieurs années, n'est-ce pas, dont on ne fait souvent pas cas, parce que c'est invisible. Est-ce qu'il y a, je dois dire, une cohérence entre toutes ces actions? Vous avez parlé d'amélioration du cadre législatif, du cadre institutionnel aussi avec la création de la CREIET. Eric a parlé de volonté politique. Quand vous voyez tout cela l'un à côté de l'autre, est-ce qu'il y a vraiment une cohésion, une corrélation, un lien solide pour vraiment lutter efficacement contre le mal? À votre très pertinente question, je commence par ce préalable. 1% de la corruption dans le monde seulement est découvert. Cela voudra dire qu'en fait, c'est un mal intime. Au nom de sa nature, il est d'abord insaisissable par principe. Maintenant, moi, je vois l'amalgame et une grosse incohérence entre toutes ces mesures. Vous savez, quand on prêche que Jésus est bon et que Jésus est amour, Dieu est amour, il faut être soi-même amour. Il faut aimer son voisin. Même les Écritures disent ça, qu'il faut aimer d'abord son frère avant de prétendre
à aimer Dieu que nous ne voyons pas. En fait, voilà un pouvoir, voilà une gouvernance qui lutte contre la corruption dans les textes, dans les dispositifs réglementaires et législatifs, mais qui dans la pratique ne me convainc pas assez dans ce qui est fait soi-même, pour donner l'exemple. Parce qu'en cette matière, il n'y a que le mimétisme qui soit règle. Il n'y a que ce que vous faites qui puisse donner l'exemple. Écoutez, quand la loi de 2011, la loi de Yahi sur la lutte contre la corruption et les infractions devrait connaître des modifications, devrait connaître avec le code de procédure pénale et d'autres dispositions, on a imputé à notre dispositif certains maillons comme l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui, par exemple, en tant qu'autorité administrative, avait des compétences. À l'époque, nous n'avions que la Chambre des comptes. Et là, je reviens sur une des choses qui ont été faites dans cette gouvernance en faveur de la lutte contre la corruption, c'est la Cour des comptes à la faveur de la révision constitutionnelle. Donc, une Cour en bonne et due forme. Aujourd'hui, nous avons une grosse Cour des comptes, mais personne ne peut aller devant la Cour des comptes et dire, chers messieurs, qui ont déclaré les biens parmi les dépositaires des pouvoirs publics. Il y a le porte-parole du gouvernement qui a prêché sa parole d'évangile, qui est admise, avalée comme une couleuvre par tous comme tel. Les membres du gouvernement, le président de la République et les maires élus ont déclaré leur patrimoine. Personne n'a les moyens de vérifier aujourd'hui parce que l'actualité nous le permet aussi, nous permet de faire cette analyse. Le récent décret, c'est le gouvernement même qui a demandé au FMI de nous aider à voir clair dans la corruption. Je vous ai dit en 2016, ils ont fait un premier pas. En février 2023, ils ont encore demandé au FMI qui a recommandé que, comme le veut la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, comme le veut la Convention au niveau régional avec l'Union africaine, comme le veut encore le protocole de la CEDEAO que nous aimons tellement et pour laquelle nous aimons beaucoup d'actions, comme le veulent ces dispositions régionales et communautaires, il faut que tous les agents publics, c'est-à-dire du plus haut niveau au plus bas niveau de l'échelle, puissent déclarer le bien et surtout que l'omission, l'oubli, la mauvaise foi dans la déclaration, toutes ces choses soient sanctionnées. Quand vous lisez le décret de septembre dernier, pris par le président de la République qui donne la liste de ceux qui doivent le faire, vous voyez que toutes ces personnes ne figurent pas et il n'y a pas de sanction. On dit les dispositions régionales et communautaires disent que même leurs proches, leurs enfants à charge, leurs conjoints doivent déclarer. Aujourd'hui, dans le décret de septembre dernier, on dit que la déclaration est personnelle. Des gens qui ne déclarent pas eux-mêmes leurs biens, mais qui prennent les instituteurs pour le niébé et l'huile, pour moi, sont dans une incohérence dans la lutte contre la corruption. Riche, est-ce qu'il y a un lien vraiment bien pensé en tout ce qui a été fait jusque-là? Vous savez, j'emboucherai la même trompette que William, tout simplement parce que, vous savez, entre mettre un dispositif en place et agir selon le dispositif, c'est deux choses qui devraient aller de pair, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de constater, effectivement. Je ne veux pas tout de suite parler du gouvernement, mais d'abord commencer par parler du cadre qui est là actuellement. Quand nous regardons tel que cela se passe, avant 2016, le président Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, il a commandé certains audits. Et les audits ont été faits. À la fin, est-ce que vous avez eu les résultats? Ça, c'est le premier. Ce n'est pas le premier gouvernement qui... Non, ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier. Nous sommes en train de parler de ce qui est fait de 2016 à aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc là, c'est bien circonscrit. Voilà. Donc, il y a des audits qui ont été faits. Est-ce que vous avez les résultats? Non. Parce que là, quand il y a des tests pour punir, il faut alors punir. Mais quand l'audit est fait et que l'on n'a pas les résultats de l'audit, qui est puni? Alors, c'est pour vous tirer un trait là-dessus pour vous dire qu'il y a toujours la loi de l'impunité qui subsiste. Premier aspect. Le deuxième aspect, le gouvernement qui, dans le même temps, dit qu'il faut faire tout en toute transparence. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le salaire des ministres? Est-ce que vous connaissez le salaire du président de la République? Est-ce que vous connaissez le salaire de certains secrétaires généraux? Dans un contexte africain traditionnel, le contexte africain reste tout aussi démocratique que le contexte européen, français, américain, tout ce que vous voulez, parce que c'est un même système démocratique, qu'on le veuille ou non, alors qu'on ne fasse pas de l'opacité là où il devrait y avoir transparence. Et donc, vous avez déjà ceci.
Imaginez un peu, William l'a dit tout à l'heure, combien sont-ils à déclarer leurs biens? Vous ne connaissez même pas ce qu'ils gagnent. À la fin, on vous dira peut-être que c'est à la base, ou bien du moins c'est à l'aune de ce que nous avons gagné, que nous avons pu créer ici, organiser ceci ou cela. Mais pour avoir une idée claire de la manière dont tout a été dépensé, il faut d'abord savoir d'où c'est parti. Et l'autre chose, il y a des réalisations qui sont faites jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez des montants précis par rapport à certains monuments qui ont été érigés? Non, on nous a dit, si on vous donne le montant, vous direz que c'est trop ou c'est trop bas, ainsi de suite. Non, il faut donner le montant. C'est à base des données qu'on analyse s'il y a corruption ou pas. Mais si vous n'avez pas les données, vous voulez analyser quoi? Eric, vous savez, les efforts que nous avons faits jusque-là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des actions qui ont été posées qui nous ont permis d'avoir véritablement ces résultats. Et je note justement à cette façon qu'il y a une cohérence. On s'est rendu compte qu'il faut à la fois agir sur les tests, il faut créer des mécanismes, n'est-ce pas, et essayer d'évoluer. Ce qui reste à faire, et que William a évoqué tantôt avec le riche, je ne prends pas ça comme une cohérence, mais plutôt des efforts qui restent à fournir. Si on estime dans tout ça que la transparence financière est un élément clé de la lutte contre la corruption, ça voudrait dire que nous avons encore des efforts à faire dans la publication des chiffres, n'est-ce pas, publication des documents, les résultats d'audit, fait en sorte que les décisions qui sont prises au niveau État, par exemple, quand on rentre dans une fonction et qu'on est agent de l'État, on doit pouvoir déclarer ses biens. À la fin, ça permet à l'administration de faire la part des choses et de savoir si, entre-temps, quand vous avez occupé ce poste, est-ce que vous n'avez pas majoré sur un certain nombre de chiffres. Ça se passe ailleurs, justement. Et quand vous mettez ce qui reste à faire, que vous voyez un peu dans la sous-région, ce n'est pas comme si au Togo, on le fait, ce n'est pas comme si au Niger. C'est d'abord que chez nous en Afrique, il y a des informations qu'on estime que c'est intime à quelqu'un, même au niveau État. Vous allez me demander, vous savez, pour un Français, connaître le salaire du chef de l'État, il n'y a rien de plus normal. Mais ça, on fait la démocratie ou bien on ne fait pas la démocratie. Justement, il se trouve que ça se remarque un peu partout. On peut identifier difficilement un pays sur le continent où, en termes de transparence financière, on met ces informations, n'est-ce pas, à disposition du public. Je pense que récemment, le tout président élu du Sénégal l'a fait, ce qu'on a trouvé très extraordinaire. Donc, je pense que c'est des efforts. Ça peut se faire, justement. C'est des efforts qui nous restent véritablement à fournir pour que, au niveau de cette lutte, on puisse encore monter d'un autre niveau. Tout autant que nous sommes autour de cette table, on doit s'accorder à reconnaître que la lutte contre la corruption est un combat de longue haleine. Nous avons vu le président Boni Yayi qui lui-même est descendu dans la rue pour marcher contre la corruption, mais au finish, on lui a dit qu'il n'a rien fait pour faire reculer la corruption. C'est sous lui que nous avons entendu que jadis on prenait avec une cuillère, mais sous lui, on a commencé par prendre avec des louches. C'est pour dire que quels que soient les efforts qui sont fournis, et lorsque la dynamique n'est pas, disons, une dynamique d'ensemble, où tout le monde sait que nous devons mettre un terme à la corruption, nous devons lutter, nous devons arrêter un tant soit peu les actes que nous posons et qui freinent un peu nos efforts en termes de croissance économique, en termes de bon fonctionnement de l'administration. La question c'est, est-ce qu'il y a de cohérence entre ce qui a été fait, entre actes posés, tests votés, etc., institutions créées? Est-ce qu'il y a un lien qui fait qu'on a une cohérence dans la politique de lutte contre la corruption? Non, moi je pense qu'il y a une cohérence. Maintenant, lorsque vous voulez parler de cohérence, c'est pour voir si, par rapport à ce qui est dit, est-ce que dans les faits, est-ce qu'on les respecte? C'est bien cela. Par rapport à ce qui est écrit, est-ce que dans la pratique, est-ce que c'est réel? Oui, on peut dire que c'est réel parce qu'on fait un effort pour tenter d'arrêter le mal, pour tenter d'arrêter l'expansion de la corruption chez nous. Maintenant, les actes que les gouvernants posent individuellement. Vous savez, en Afrique, on a un problème qui, selon moi, justifie un peu les critiques parfois que nous portons. Lorsque vous êtes Tanguy, on vous nomme à un poste, même si vous faites votre travail de façon, disons, orthodoxe, vous respectez un peu les principes liés à la bonne gouvernance, vous ne vous laissez même pas aller à la corruption, de loin, déjà les avantages dont vous jouissez à ce poste-là font que vous changez un peu de standing de vie. Et là, les gens ne font pas la différence entre cela
les avantages dont vous bénéficiez, les avantages qui vous reviennent de droit et l'évolution de ceux qui, par exemple, vont puiser dans les caisses de l'État pour voler. Il y a des voleurs, des gens qui volent et des gens qui font de la corruption leur cheval de bataille. Il y en a dans la République. Mais il y en a qui jouissent pleinement des droits des fonctions qui changent de standing, ça c'est clair. Et qui changent de standing. Il va falloir faire un peu le distinguo entre ces deuxième différences. axe, est-ce que tout cela a permis d'avoir des résultats? William? Dans l'indice de perception de Transparency International, nous avons fait un bond de 7. Ça, c'est la perception. Dommage, la corruption n'est pas que la perception, parce que j'ai évoqué un chiffre tout à l'heure. Voilà, la perception, ce n'est même pas la partie visible de l'iceberg, c'est peut-être le sommet du Kilimandjaro. C'est à peine visible. Vous voyez un peu. Donc, de ce point de vue, dans la perception, oui. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas de stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors que notre texte spécifique premier sur la lutte contre la corruption date de 2011. Nous sommes bientôt en 2025, près d'une quinzaine d'années. Et jusque-là, chacun vient au gré de ses émotions, met en place 2-3 mécanismes, 4-5 institutions qui, dans le fond, regardez, de tout ce qu'on a dans le mandat du Haut Commissariat à la lutte contre la prévention, c'est les sensibilisations avec les étudiants qui intéressent Jacques Migan en premier. Moi, je pense par exemple il faut commencer quelque part. Là où il faut commencer plutôt, c'est sur les grosses priorités. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut, selon les méthodes des droits humains, il faut aller éliminer la corruption partout. On dit que la dématérialisation, par exemple, permet d'éliminer le contact humain, sinon de le minimiser. Et donc, on utilise par exemple des approches comme ça dans presque toutes les lois, dans tous les services de l'administration publique. On cherche, on fouine, on renifle pour voir en fait jusqu'où il y a encore des facteurs de risque pour que des agents publics soient prédisposés. De deux, on éduque les populations. L'article 40 de notre Constitution dit qu'il faut éduquer les Béninois aux droits humains. On ne vulgarise pas les textes sur les droits humains suffisamment, sinon sur quelques petits droits peut-être. Il y a des choses essentielles pour lesquelles on parle. Quand on dit que les agents publics qui sont en fonction ne déclarent pas publiquement leur patrimoine, excusez, si vous ne voulez pas qu'on connaisse votre salaire, ne devenez pas ministre. Quand on vous propose de devenir président de la République, vous dites, moi, ma vie, elle est trop privée, elle m'est trop chère pour qu'elle vienne dans l'espace public. Parce que dès lors que vous accédez à une fonction publique, vous êtes recruté par 13 millions de Béninois pour assumer une charge publique dans la plus grande transparence qui soit. Si vous êtes trop patriarcal, patrilinéaire, et dans votre famille, roi que vous êtes ou chef que vous êtes, on ne doit pas connaître vos revenus ou connaître le mouvement autour du flux financier dans votre vie. Excusez, déclinez toutes les offres des fonctions publiques parce que les agents publics sont censés être transparents jusqu'à là-dessous en termes de finances. Je finirai en disant très rapidement, oui, luttons effectivement contre la corruption, quittons les discours de lutte contre la corruption, parce qu'on a du chemin à faire dans la lutte contre la corruption. Oui, la perception sur le mal a un avantage. Vous savez, quand aujourd'hui, dans l'esprit des gens, on commence par sentir l'effet de ces mécanismes, ça veut dire que soi-même, il y a une certaine peur qui traverse l'esprit, n'est-ce pas? Cela permet de freiner le mauvais comportement d'un citoyen, n'est-ce pas, par rapport à ce mal. Aussi, quand je prends la création, n'est-ce pas, du Haut Commissariat à la prévention, c'est parce qu'on s'est rendu compte que peut-être que jusque-là, on a fait dans la répression, n'est-ce pas? On constate le mal et on sanctionne. Alors aujourd'hui, il faut peut-être ne pas attendre que le mal soit causé. Il faut justement attirer chaque fois au besoin l'attention des gens sur le bon comportement qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Pour que on n'arrive pas à commettre l'infraction. Et enfin, le Haut Commissariat a été créé récemment. Donc, je suppose, à tout ce qui est des inquiétudes que William a évoquées, qu'ils ont sans doute dans leur agenda une série d'activités à mener. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est les descentes qu'ils effectuent, surtout au niveau des universités, pour sensibiliser les jeunes, n'est-ce pas, sur ce mal. Ce qui n'est pas mal non plus, parce que ces mêmes jeunes sont les cadres de demain, qu'on le veuille ou non. Ils vont se retrouver à des postes de responsabilité. Donc, il faut aussi prendre le mal dans ce sens et commencer par mettre dans l'esprit des jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'ils ont la responsabilité de protéger ce qui est de l'État et non de les prendre. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez dans l'administration, qu'elle soit publique ou privée, vous allez remarquer que les comptables ont peur de débourser 1 centime. Ah oui? Oui, ils ont peur.
Et tout simplement, oui. Non, mais le dossier obsus ne nous dit pas ça. Malheureusement, il y a des cas. Malheureusement, il y a des cas qui échappent. Malheureusement, il y a des cas qui échappent. Mais dans la plupart des cas, vous allez remarquer que même aujourd'hui, ça crée même une certaine lenteur que l'administration est en train aujourd'hui de subir. Parce qu'il arrive des moments où des dossiers qui devraient passer très vite, le financier va vous dire simplement, attendez, je veux voir clair dans tout ce qui se passe. Parce que au finish, c'est lui qui répond de tout ce qu'il a dépensé, de tout ce qu'il a autorisé. Donc, autre chose, quand vous mettez cette sensibilisation, cette éducation sur la transparence, il faut qu'elle soit généralisée. Et je dirais que pour qu'elle soit généralisée, autant on sensibilise à la base, autant on demande à l'instituteur de ne pas aller prendre 1 kilo de niébé quelque part, autant on doit aussi demander à nos dirigeants de se mettre au pas vis-à-vis de cette... Parce que les tests sont là, les tests sont clairs et précis, les sanctions sont connues. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit faire une démarcation entre tel citoyen et tel autre citoyen? La question, elle est là. Franck? Non, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des résultats, mais ces résultats ne sont pas suffisamment éloquents pour nous permettre de dire que cela a eu des impacts sur ces déviances que nous observons au niveau de l'administration. Et cela m'amène à dire que nous avons encore du chemin à faire. La lutte contre la corruption, c'est vrai, à un moment donné, on a beaucoup réprimé au Bénin, mais je pense que les autorités, à l'heure du bilan, se sont rendues compte qu'il faut prévenir le mal. Le prévenir, c'est éviter, par exemple, aux gens, ça ne fait plaisir à personne de retrouver, par exemple, un cadre qui doit servir, qui a été formé, qui doit servir dans l'administration. Je prends le cas d'un financier, ils sont parfois très rares à retrouver, qui a déjà un certain nombre d'expériences qu'on dépose par exemple en prison pour écoper de 15 ans, de 10 ans. C'est une perte pour l'administration. Si on peut déjà récupérer celui-là, lui parler pour qu'il ne soit pas tenté de prendre l'argent... Il faudra qu'il retourne les sous d'abord avant. Non, je dis même bien avant, si on peut déjà anticiper, je pense que ce serait bien. Et là, la sensibilisation, on ne peut jamais l'arrêter. L'éducation, à ne pas regarder les caisses de l'État comme ses porte-monnaies à la maison ou son compte personnel où on va retirer de l'argent au guichet comme on veut. Je pense que si on peut accentuer cela et si on peut trouver véritablement la stratégie, parce que aller parler par exemple aux étudiants qui n'ont pas eu le ticket resto pour manger toute la journée, ils viendront vous dire mais de quoi parle ce monsieur-là? De quel français vient-il nous parler? On n'a pas mangé et tout de suite lorsqu'ils sont face à l'argent, ils vont dérailler. C'est justement quand on est dans le besoin et qu'on peut résister au mal, qu'on lutte contre le mal. Ce n'est pas quand vous êtes dans les bonnes conditions et qu'on vous propose que vous faites l'amour que vous luttez contre la corruption. Oui, ça c'est ce qui doit être. Ça, c'est ce qui est bien. Mais votre affamé n'a point d'oreille, n'a point de raison. Il faut lui donner une oreille. Il faut lui fixer obligatoirement. Je pense que la lutte contre la corruption, c'est un tout. C'est un tout. Pour lutter contre la corruption, il faut lutter contre le chômage, il faut lutter contre, disons, les abus, il faut lutter contre la discrimination, il faut lutter contre les inégalités sociales qu'on observe aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont à un niveau donné et qui vivent tout le temps, vous êtes toujours au bas de l'échelle et quand vous voyez ça, il y a une certaine révolte. J'allais dire que aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que les gens contournent un tout petit peu les mesures qui sont prises. D'accord, vous avez mis les mesures dans le grand public, on dit oui, nous observons, mais ils ont de petites astuces pour les contourner. Et mieux, c'est que ces agents-là se rebellent un peu contre les autorités. Et ce que vous pouvez avoir, quand vous aviez la possibilité de leur donner 1000 francs, 500 francs en une journée, ils peuvent prendre tout leur temps et vous servir en 48 heures ou 72 heures. Là aussi, c'est un problème qu'il faut chercher à Il y a que nous voyons toujours le mal sur l'aspect des cadres au niveau de l'administration ou des porteurs de responsabilité, en oubliant souvent les citoyens qui font aussi le geste. Alors, vous savez, quand on observe, on voit un peu les entités au niveau desquelles on observe beaucoup d'effets de corruption. Par le passé, on citait la police, on citait le service des impôts, on citait la douane, on citait l'état civil et tout ça. Alors,
Aujourd'hui, juste la semaine passée, il y a le ministère des Finances qui a organisé des séries d'échanges avec différents acteurs pour leur expliquer un peu les réformes. Au niveau, par exemple, des marchés publics, vous savez, cette expression de 10%. Voilà. Il y a un monsieur qui disait qu'aujourd'hui, si un homme d'affaires qui gagne un marché décide soi-même de donner 10% à quelqu'un dans l'administration, c'est parce que lui-même il a voulu. Aujourd'hui, par exemple, c'est interdit. Et quand vous allez au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, il y a des personnes, des PRMP, en tout cas des acteurs de la chaîne des passations des marchés, pas qui refusent, qu'on a arrêté, qu'on a épinglé, dont leur nom a été publié sur le site. Vous pouvez aller consulter puisque j'ai fait le même exercice. Et qui ont été sanctionnés. Quand vous prenez au niveau de la police, déjà aujourd'hui, même pour une infraction, quand l'agent vous verbalise, n'est-ce pas, vous payez de façon électronique. Si vous-même vous mettez la main à la poche et que vous remettez l'argent à un agent, cet agent même est en mesure de vous traduire pour corruption à un agent de la police. Allez, ou mieux, c'est que vous-même, vous avez voulu le faire. Donc je pense que du côté des citoyens aussi, on doit pouvoir insister sur le fait que si vous pensez que vous êtes en infraction, c'est parce que laissez tout simplement l'agent vous appliquer la sanction. Si vous pensez que vous êtes peut-être suffisamment riche, que vous avez envie de donner l'argent à un agent, ça ne se fait pas. Allez, les défis, en une phrase chacun, parce qu'on est déjà à moins 3 minutes. Eric, moi, je pense que c'est déjà ce que le Haut Commissariat a commencé. William l'a évoqué. Il faut, comment on dit, enseigner. Et je pense que cela passe aussi par là. Il faut être maintenant dans la prévention, suffisamment dans la prévention, ne croisons pas les bras pour que le mal soit fait. Investissons les lieux de savoir, agissons dans l'esprit de nos jeunes pour que demain nous ayons des cadres de qualité et demander au gouvernement de faire aussi de la transparence financière. En une seule phrase, je dirais éducation, sensibilisation, mais donner l'exemple. Franck? Je pense qu'il faut accentuer la sensibilisation, mais maintenir le cap en termes de répression, en termes de sanctions, de mise en œuvre. Les gens ont commencé à s'accommoder à l'idée des 10 ans, 20 ans maintenant. Ça ne dit plus rien. Je pense même qu'à ce niveau, on peut réviser encore nos tests. Parce que mais ça, 50 ans. Non, pas ça. Si vous devez aller seulement en prison, être sanctionné, revenir, toucher le pactole que vous avez caché quelque part, il faut maintenant obliger les gens peut-être à rembourser, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est la plupart des cas, il y a des biens saisis. Oui, des biens saisis, c'est vrai, mais ça ne fait pas le montant que les gens ont prélevé. Il faut de la sincérité dans la lutte contre la corruption, parce que des 4540 dossiers de la CRIE de 2018 à 2022, j'imagine combien de dossiers de corruption il y a, mais chaque jour que Dieu fait, les gens continuent d'en prendre. Quand vous dites marché public, quand vous dites ces choses, vous dites que les PRMP sont condamnés, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils étaient les seuls acteurs de la chaîne? C'est comme s'il y a les uns, les autres, les etc., comme on le dit dans la rue. Et tant que des phrases comme ça vont demeurer dans la conscience collective, rentrez dans le bénitier, sortez, les gens voleront l'argent de l'État. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, pour les contributions de ce matin. On a parlé de la lutte contre la corruption sous talon. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Juste après moi, la revue de presse. Très bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. On démarre par la justice et plus précisément des nouvelles de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le matinal nous apprend que le général autoproclamé Biaou Ayodele, alias Faletti, a écopé lundi 9 décembre 2024 d'une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, l'homme avait perpétré, grâce au soutien de ses suppôts, un blocus sur la route inter-État Cotonou-Niamey à hauteur de Savè, empêchant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Une infraction qui a généré des blessés graves et des pertes en vies humaines, précise le quotidien qui ajoute qu'une seconde condamnation de 58 mois de prison a été prononcée contre l'un de ses co-accusés. À travers une tribune consacrée à cette actualité, Fraternité des conseils, images à l'appui, les violences électorales qu'il qualifie d'exemple à ne pas suivre. Le quotidien salue par la même occasion le verdict de la Criette dans ce feuilleton judiciaire. Un signal fort, la condamnation de Biaou Ayodele, alias Général Faletti,
à l'approche des échéances électorales de 2026. Celui qui se fait appeler général est désormais confronté aux conséquences de ces actes qui ont marqué les législatives de 2019 et les communales de 2020, peut-on lire au début de cette analyse de Ange Ntouama. D'une affaire à une autre, évoquons cette fois-ci le cas de Steve Amoussou, également objet d'audience dans la journée d'hier à la Criette. Selon un rapport établi par le matinal, la séance a été suspendue par le président de la Cour suite au dépôt par les avocats de la défense d'un recours exceptionnel en inconstitutionnalité. Le journal rappelle que Steve Amoussou est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment le harcèlement par voie électronique, la publication de fausses nouvelles et l'incitation directe à la rébellion. De son côté, Fraternité indique que le procès est à nouveau renvoyé au 20 janvier 2025. Dans le même registre, Matin Libre s'intéresse à un anniversaire, celui de la condamnation de Rekia Madougou. Dans la nuit du 10 décembre 2021, s'ouvrait à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le procès de l'ex-ministre de la Justice. Arrêtée en mars 2021, la candidate de l'opposition à la présidentielle de la même année a été reconnue coupable de complicité d'actes terroristes et condamnée à la peine requise par le procureur, soit 20 ans d'emprisonnement. De la justice, passons à la politique avec le pays émergent qui rapporte que le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéonou-Vlavonou, a reçu en audience lundi 9 décembre 2024 le nouvel ambassadeur du Japon. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les relations bilatérales et parlementaires entre les deux pays, précise le quotidien. Pour sa part, Stéphane Mound, nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Cotonou, a rencontré les journalistes le 5 décembre 2024 à sa résidence. Cette rencontre vise à présenter aux hommes des médias les principaux axes de sa mission au Bénin. Au titre des 4 prochaines années, nous apprend Bénin intelligent. Il reconnaît la complexité de l'univers géopolitique entre l'Afrique, la France et l'Union européenne et annonce une allocation totale de 172 millions d'euros au profit du Bénin pour la période 2025-2027. 4 jours plus tard, l'ambassadeur européen est reçu en audience par la présidente de la Haute Cour de justice, Dandi Yamou, rapport Décryptage Info. Au cœur des échanges entre les deux personnalités, les relations historiques entre l'Union européenne et le Bénin. Pendant ce temps, dans le secteur de la santé publique, une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole démarre sur toute l'étendue du territoire national lundi 9 décembre 2024. C'est l'annonce faite par la fiche du jour qui précise que sont concernés les enfants âgés de 6 à 59 mois et ajoute que cette campagne prend fin dimanche 15 décembre 2024. Mesdames et messieurs, achevons ce point de l'actualité par cette triste nouvelle livrée par le matinal. Dans l'arrondissement de Doutou, commune de Koyogbe, le corps ensanglanté sans vie d'un individu a été découvert par les élèves du CEG3 Doutou dans la matinée de ce lundi 9 décembre 2024. Il sera transporté à la morgue après un constat fait par les autorités locales et les agents de la police républicaine. Fin de la revue de presse de ce mardi 10 décembre 2024.